depuis cette finale malheureusement perdue contre le Sénégal, est-ce que c'est devenu une arène politique? Plus de 60% des joueurs qui jouent à la CAN jouent dans le top 5 des championnats européens mondiaux. On n'a pas perdu que sportivement et footballistiquement, mais on a perdu sur le terrain du narratif. Ça a été la CAN des beaux stades, des belles pelouses. C'est ce qui a permis d'avoir une qualité de spectacle supérieure. Qu'on n'avait plus d'écosystème médiatique et que ces influenceurs qui ont fleuri et qui ont pullulé ces dernières années, ils étaient totalement impuissants face à ce narratif dominant. Dans certains pays en Afrique, les conditions d'hébergement étaient quelquefois, on va dire, très approximatives. Et on peut le comprendre. Et personne n'en parlait. Les fake news, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on installe, le doute s'installe. Mais certains vous diraient que finalement, qui est le perdant? La guerre informationnelle. En fait, c'est un des véritables révélateurs de cette CAN 2025. C'était ça. 7e sens, votre format de débat dédié à donner du sens au sens, avec aujourd'hui comme invité une personne sensée, Nizar Dardabi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation à ce débat. Merci Serachid, c'est toujours un plaisir d'échanger, de débattre avec toi sur des sujets bien sûr qui intéressent l'opinion publique marocaine et je pourrais dire qu'ils sont stratégiques. Et sensible en même temps par rapport aux émotions qu'a suscité une compétition comme la CAN, on l'a bien vu, même si elle s'est achevée il y a plusieurs jours. Nizar Dardabi, on va en débattre avec vous d'un point de vue justement, est-ce que cette dimension politico-politique qu'a pris cette CAN, ces enjeux de narratif, ces enjeux communicationnels aussi, de part et d'autre, avec des nouvelles stratégies, certains considèrent que c'est des stratégies de guerre. D'ailleurs, en matière de communication, donc vous, l'expert et les spécialistes que vous êtes, vous nous donnez et partagez déjà avec nous tout cet éclairage, c'est déjà énorme et je vous en remercie une fois de plus. Nizar Dardabi, je rappelle que vous êtes CEO du cabinet de conseil de formation Safe Skills et que vous êtes enseignant à l'école de guerre économique Campus de Rabat. Cette CAN 2025, justement, est-ce qu'on s'est dit c'est une compétition sportive? Est-ce qu'aujourd'hui, et depuis cette finale malheureusement perdue contre le Sénégal, est-ce que c'est devenu une arène politique? Je vais dire incontestablement oui. Vous avez parlé de compétition sportive. Je vais dire heureusement ou malheureusement, tout ce qui est sportif actuellement, et quand on met autant de moyens financiers, de moyens en termes d'infrastructure, d'influence, de visibilité, on en a parlé tout à l'heure en off, mais on avait dit que la CAN est devenue, au même titre que l'Euro, une compétition qui a une influence et une visibilité à travers le monde. Tout simplement parce que, restant sur le côté sportif, le spectacle, les joueurs qui jouent au niveau des équipes africaines, c'est ce qui se fait de mieux. Et d'ailleurs, il y avait une statistique qui est passée, comme quoi plus de 60% des joueurs qui jouent à la CAN jouent dans le top 5 des championnats européens mondiaux qui sont l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, la France et l'Allemagne. Donc quand on a d'aussi bons talents qui sont conjugués à toutes les infrastructures sportives qu'on a au Maroc. Et l'investissement qui a été consenti par l'État. Exactement. Et les pouvoirs publics, est-ce que ça veut dire, alors c'est intéressant, Dardabi, ça veut dire que au bout de tout ça, quand on voit comment ça s'est fini sur le terrain, sportivement, ça c'est une défaite sportive. On va pas revenir sur les joueurs sénégalais qui ont quitté prématurément le terrain et qui sont revenus. Mais la tournure que prennent les choses, que prennent les événements depuis cette finale perdue, même si ça a commencé un peu avant, narratif, suspicion, l'arbitrage, la mainmise du président de la fédération marocaine sur la CAF. On a vu en fait sur les réseaux sociaux essentiellement et sur des médias des charges, une montée en charge et une montée en puissance d'un narratif qui nous a submergés. Est-ce qu'il faut effectivement, est-ce que vous partagez le fait que on n'a pas perdu que sportivement et footballistiquement, mais on a perdu sur le terrain du narratif? Je suis tout à fait d'accord. Alors, tout ce que vous avez dit maintenant montre que ce qui devrait être uniquement réservé au domaine sportif, au domaine du spectacle, dépasse largement cette dimension. Et si je devais résumer pour moi le bilan, les enseignements à tirer sur la CAN, je vais dire que le Maroc a remporté l'Oscar de la CAN de Bostad. Ça, c'est un fait qui est indiscutable. Tous les observateurs africains, mais aussi étrangers,
comme je vous ai dit, beaucoup de médias européens ont aussi retransmis, ont couvert cette CAN. Ça, c'est indiscutable. Ça a été la CAN des beaux stades, des belles pelouses. C'est ce qui a permis d'avoir une qualité de spectacle supérieure et avec un record de buts pour une CAN. 121 buts, hein, c'est le record absolu en matière de CAN. Donc ça montre que niveau spectacle, le défi a été relevé. En sachant que quand on parle de défi, c'est toutes les équipes qui devaient participer. Mais quand on leur propose des terrains avec les dimensions énormes de sécurité, mais aussi de confort pour les joueurs surtout, mais aussi pour les spectateurs, il faut le souligner. Je ne sais pas si vous avez assisté à des matchs, mais j'ai essayé de faire le maximum de matchs. Et je peux vous dire que j'ai fait quelques stades en Europe. J'ai fait le Camp Nou du Barcelone, le Parc des Princes. Je peux vous dire que le stade Moulay Abdallah, Prince Moulay Abdallah, est au-dessus de ces stades à tous les niveaux. Est-ce que c'est ça qui nous a... Au niveau expérience supporter, c'est-à-dire l'expérience que l'on vit à l'intérieur du stade, en passant par l'accès du stade, le confort quand on est à l'intérieur du stade, l'ambiance qu'on vit à l'intérieur du stade. Et je pense, j'essaie de deviner là où vous voulez venir, c'est que en essayant de donner à l'Afrique tous ces standards au niveau sportif, au niveau infrastructure, auxquels on peut ajouter les hôtels dans lesquels étaient placés, ont séjourné les équipes, qui sont tous de niveau 5 étoiles, en sachant que dans certains pays en Afrique, les conditions d'hébergement étaient quelquefois, on va dire, très approximatives. Et on peut le comprendre. Et personne n'en parlait. Voilà. Si on a vu revenir à la CAN 2023... On a donné tout ce standard, tout ce confort, et que, en contrepartie, peut-être qu'il y a eu une certaine faiblesse. On a trop mis le curseur sur les infrastructures, sur l'organisation, sur le côté sécuritaire. On rappelle que des équipes du FBI sont venues pour profiter de l'expertise marocaine. C'est-à-dire que l'expertise en matière de sécuritaire a été saluée. Alors tout ça peut-être que ça n'a pas été accompagné. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul qui est le nôtre, Nezar Derdabi, est-ce qu'on doit dire peut-être, ou aujourd'hui c'est une quasi-certitude qu'effectivement on a été trop aveuglé par ces priorités que nous avons données à la qualité de l'infrastructure, qui est une réalité qui a été reconnue à l'échelon international, et que ça a été à l'origine d'un contre-narratif, parce que je rappelle que la première semaine, les 10 premiers jours, le narratif marocain qu'on maîtrisait, c'était celui de l'infrastructure de qualité. Bien sûr, on peut y revenir. Voilà, mais je suis pas d'accord parfaitement avec ce que vous dites, parce que ça rentre aussi dans notre culture. Le Maroc est connu pour son hospitalité. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de nos produits touristiques. C'est que si le Maroc parvenu maintenant à accueillir près de 20 millions de touristes, c'est bien sûr par la beauté des paysages qu'a le Maroc, par le patrimoine culturel et historique qui est reconnu, mais aussi par le côté hospitalité. Et je pense qu'au Maroc... Juste là-dessus, Nezar Derdabi, excusez-moi de vous interrompre dans votre développement, certains considèrent, alors bonne ou mauvaise langue, je n'en sais rien, que si on a atteint 19,6 millions de touristes, c'est grâce au Qatar 2022, donc au Lion de l'Atlas, et c'est grâce aussi au parcours des Lions de l'Atlas lors de cette CAN, et que fondamentalement, en fait, aujourd'hui, c'est le football occupe une place qui est, qui est un peu la pierre angulaire de notre soft power. Il y a forcément l'impact de l'épopée des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde Qatar 2022, mais cette épopée est accompagnée par tout le développement, parce qu'on rappelle qu'on ne peut pas faire ce bond jusqu'à 20 millions de touristes si on n'a pas eu une stratégie nationale qui va capitaliser sur toutes les forces du Royaume du Maroc. Je l'ai cité tout à l'heure, des paysages, le fait qu'au Maroc on puisse faire les 4 saisons en une journée, passer de la plage, de la mer, du Sahara jusqu'aux montagnes, soit du Haut Atlas ou du Moyen Atlas. Donc ça, c'est un fait. Je pense que l'effet en termes d'image des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde est indéniable. Mais donc juste pour revenir sur le sujet, c'est que je pense que le Maroc, s'il a mis autant d'efforts pour accueillir que ce soit les équipes participantes,
les médias étrangers, les supporters, c'est parce que c'est dans notre culture. On ne peut pas envisager un événement au Maroc sans mettre en avant notre culture et notre sens de l'accueil et de l'hospitalité. Est-ce qu'on doit retenir qu'en fait, qu'il n'y a pas que le sens de l'hospitalité marocain qui est reconnu d'ailleurs à l'international, et que par rapport à ce contre-narratif qui aujourd'hui, il y a eu des faits de jeu qui ont entaché la finale de la CAN, il y a aussi aujourd'hui, c'est une image en fait, qui est la nôtre, qui est entachée par des opinions publiques, par des populations qui jusque-là n'étaient pas du tout hostiles au Maroc, et qu'on voit qu'il y a un contre-narratif qui s'est installé progressivement, avec des accusations, des suspicions, des constructions aussi imaginaires, dans l'imaginaire collectif, de doute et de manque d'éthique. Est-ce que là-dessus, du coup, on n'a pas vu le coup venir, en fait? On était tellement focusé sur la qualité de l'infrastructure et la qualité de l'accueil de l'hospitalité marocaine, qu'on a été débordé par le reste. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un élément central qui est la maîtrise du narratif. Quand on on organise un événement de cette taille, avec tous les efforts investis en termes financiers, en termes d'image, il faut rappeler que le Maroc s'est engagé depuis plusieurs années dans cette candidature de la CAN, et que cette candidature nous prépare aussi à un test d'une autre ampleur, d'une autre envergure, qui est la Coupe du Monde. Alors, il y a tout ce qui a été fait sur le côté terrain, sur le côté infrastructure, etc. Il aurait fallu peut-être penser à une stratégie d'accompagnement sur le côté narratif et le storytelling. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il reste de l'image de la CAN actuellement, avec tous les efforts qu'on a fait? C'est malheureusement, qu'on le veuille ou non, quand on va donner l'exemple de la CAN 2025 dans quelques années sur un plateau télévisé, et peut-être un plateau sportif ou bien d'économie, c'est l'image détestable malheureusement de la finale. Et là, on se rend compte que le narratif, que l'importance dans un événement sportif, c'est ce qu'on va retenir après. Et finalement, quand on ne fait pas suffisamment d'efforts pour écrire soi-même le narratif, on peut être victime c'est d'autres qui l'écrivent pour vous, et qui l'écrivent à leur sauce, en fait. Donc cette finale-là, on l'a perdue aussi. Cette compétition-là, la compétition du narratif, on l'a perdue. C'est certain. On ne peut pas nier, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement de cette CAN? Tous les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés, sur lesquels on doit peut-être faire une rétrospective et voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour mettre en valeur cet événement comme il se devrait. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Si vous permettez, moi, l'élément qui m'importe le plus, c'est l'élément d'influence et de soft power d'une nation. Et juste après, le lendemain de cette finale, qui a été malheureuse pour le Maroc sur le côté sportif, mais c'est aussi et surtout ce qui m'a le plus impacté sur le côté, l'image que renvoie le Maroc, parce que finalement, qu'est-ce qui reste d'une compétition? C'est la réputation qu'a eu le pays organisateur, qui a d'abord été salué par un certain nombre de fédérations, par la CAF, par Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA. Mais malheureusement, ce qu'on retient, ce sont plutôt les mauvaises notes. Pourquoi? Parce que ce qui est négatif sur les réseaux sociaux, sur les médias, a beaucoup plus de retombées que ce qui est positif. Et par rapport à celles et ceux qui considèrent qu'effectivement on a été victime aussi, ou en tout cas il y a une mise à nu dans notre écosystème médiatique, parce qu'on s'est retrouvé à un moment, quand on avait ce narratif construit contre nous, contre le Maroc, il n'y avait pas grand monde pour défendre ce Maroc-là. Le Maroc, c'est-à-dire une défense vraiment crédible, avec de vraies dynamiques, de nouveaux narratifs, pour contrer le narratif dominant, et que quelque part on s'est rendu compte aussi, en tout cas certains, qu'on n'avait plus d'écosystème médiatique, et que ces influenceurs qui ont fleuri et qui ont pilulé ces dernières années, ils étaient totalement impuissants face à ce narratif dominant. Alors moi, je veux toujours reprendre l'exemple de cas concrets qui ont montré toute la force que peut avoir un pays quand il se repose sur des institutions, sur des organes et surtout sur des acteurs sur le plan de la communication qui ont une renommée internationale. Et je prends toujours l'exemple du Qatar. On se rappelle qu'au Qatar, la Coupe du Monde Qatar 2022, pendant 2 ans qui ont précédé la Coupe du Monde, on a eu ce qu'on appelle le Qatar bashing. Plusieurs campagnes de propagande qui visaient tantôt le côté, on va dire,
situation des travailleurs qui travaillaient au Qatar, où il y a eu des migrants. Le nombre de morts, il y avait une espèce de compteur d'abord. En disant, chaque fois, il y avait un chiffrage qui était nommé. Il y avait beaucoup d'accidents qui avaient été recensés. On a aussi parlé souvent des conditions de travail de ces travailleurs dans des conditions. On connaît le climat au niveau du Golfe Persique avec des conditions pas très favorables. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Qatar a su inverser cette tendance dès le début de la compétition. Et je dirais même aussi bien avant. Moi, personnellement, j'ai entendu parler de la candidature et plutôt du dossier du Qatar 2022 10 ans avant. Pourquoi ? Parce que le Qatar a aussi des vecteurs de communication qui sont la chaîne Al Jazeera et son pendant sportif qui est beIN Sport. On sait toute le rayonnement qu'ont ces chaînes au niveau de toute l'opinion publique des pays arabes. Je pense que tous les pays arabes, quand tu vas dans les cafés, quand tu regardes des matchs du championnat espagnol, du championnat anglais, qui sont les championnats qui attirent le plus de spectateurs, ont été achetés par le Qatar. Et je pense que ce n'est pas un investissement qui a été fait au hasard. Tout ça convergé pour la Coupe du Monde, pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022. D'abord attirer le maximum de spectateurs sur leur chaîne et à travers d'influenceurs, de journalistes, on a pu essayer de faire rayonner toute l'importance et surtout le degré d'excellence de cette Coupe du Monde qui a été pour nous, je vais dire supporters marocains, sans parler de l'aspect sportif, tous les spectateurs arabes du monde arabe ont tout d'abord profité du spectacle, des infrastructures, de l'accueil. Ça c'est sûr. C'est que tous les supporters arabes qui se sont déplacés ont tous fait part de leur bonne expérience. Tout le monde est rentré super content et en plus il y avait un niveau de jeu extrêmement élevé de cette Coupe du Monde. Effectivement. Et si tu permets, Rachid, ce que je vais ajouter, c'est que pendant toute cette campagne d'information, de communication, les autorités qataries se sont appuyées sur des figures très importantes du monde sportif. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre question d'influenceur. Qu'est-ce que vaut un influenceur sans dénigrer, qu'il soit ivoirien, algérien, sénégalais ou comorien, en termes d'influence, de nombre de followers par rapport à des stars comme Guardiola, comme Messi, comme Zinedine Zidane, qui ont, on le sait, ils ont été payés par le Qatar comme relais d'information, mais dont, je vais dire, l'impact a vraiment été réel. Et d'abord, ils ont suscité une attente par rapport à cet événement. Et on a vu que pendant toute la Coupe du Monde au Qatar, je le dis, quand on regarde toutes les chaînes, qu'elles soient politiques, etc., on avait ce rayonnement. On avait d'abord des campagnes publicitaires, mais on avait également des relais d'influence. Et peut-être, je pense que des relais d'influence extrêmement puissants au point où les opinions publiques internationales et pas qu'arabes ont complètement oublié le fait que le Qatar a été éliminé au premier tour de la Coupe du Monde 2022. Et il y a eu du mal, même certains matchs, à éviter une catastrophe d'un point de vue sportif, c'est-à-dire une raclée. Une débâcle. Et des scores fleuves. Les choses par leur nom. Est-ce que ça veut dire, alors c'est intéressant, Nizar Derdabi, de prendre cet exemple-là, Qatar 2022, narratif, c'est que ce narratif lors de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a démarré bien avant. Il y a eu des outils, des instruments qui ont été mis en place. Il a été accompagné durant toute la compétition. Est-ce que certains vous diraient, oui, mais nous, on n'a pas les moyens du Qatar. Le Qatar reste un pays avec une surface financière extrêmement importante et pas limitée ou limitante comme la nôtre. Est-ce que pour vous, c'est une question d'argent ou c'est avant tout une question de prise de conscience de cette communication, ce narratif qui est extrêmement important pour assurer la réussite d'un événement? Je vais dire d'abord, c'est une question de stratégie. C'était une stratégie qui a été assumée par le Qatar. Quand on arrive à, bien sûr, par contrat, payer à coups de millions, à attirer des figures notables, c'est qu'on assume le fait qu'on abrite un événement qui est mondial et on veut, à travers ces relais d'influence, montrer d'abord l'excellence au niveau de l'organisation d'un pays du Golfe. Donc ça a été la première fois de l'histoire qu'un pays arabe abritait une Coupe du Monde. Et en fait, ce qu'a essayé de faire le Qatar, c'est qu'elle a essayé de faire adhérer tous les pays du monde arabe.
à travers des influenceurs, certes, mais aussi par le fait d'impliquer tout le monde et aussi d'accueillir. Par exemple, on a vu que durant les matchs du Maroc, durant l'épopée des Lions de l'Atlas, alors quand est-ce que, à mon sens, elle a été plus visible? Dès le lendemain de la débâcle de l'équipe qatari, qui a perdu, mais qui a aussi perdu de façon, je vais dire que on a eu l'Arabie Saoudite qui est sortie au premier tour, mais qui avait quand même réussi à gagner l'Argentine. L'Argentine complètement non. Le Qatar, durant ces 3 matchs, la prestation a été catastrophique de l'équipe. On aurait pu retenir que la Coupe du Monde du Qatar sur le plan organisationnel était excellente, mais le pays a perdu sur le plan footballistique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Qatar, et je pense que ça a été une stratégie étudiée, a rapidement surfé sur la vague du Maroc, sur la vague de l'épopée des Lions de l'Atlas. Ça a été l'émir de Qatar avec le maillot du Maroc pour chaque compétition. Effectivement. Chaque match des Lions de l'Atlas. Ça, c'est marquant. Ça, c'est marquant. Ça, c'est du narratif. Ça, c'est du narratif ça, c'est assumé de la plus haute autorité de l'État jusqu'à tous les moyens d'influence et de propagande. Donc, c'est pas qu'une question d'argent? Non, du tout. C'est ça. En fait, c'est ça qui est important parce que certains diraient, oui, je suis OK, je suis d'accord, je suis le raisonnement de Nizar Derdabi, j'y adhère, mais en même temps, il mettrait peut-être mettre à l'équation la dimension financière. Vous dites non, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est simplement de se dire, voilà, je dois être toujours focus sur la communication, les paravents, les bons instruments, les bons outils, et de manière aussi systématique à pouvoir aussi m'aligner en fonction des événements. Effectivement. Et je dirais même plus que ça, c'est que le Qatar a compris dès le début qu'organiser un grand événement international, il y avait d'abord tout l'aspect organisationnel. Le Qatar a les moyens, peut-être n'a pas les compétences. Le Qatar a d'abord fait appel à des compétences au niveau du BDP pour construire leur stade, mais aussi a fait appel à des compétences internationales sur le plan de la com et des RP, des relations publiques. D'ailleurs, j'ai fait des recherches avant l'émission parce que ça m'a marqué, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je retiens de la Coupe du Monde du Qatar finalement? On retient l'organisation qui a été sans faille, il n'y a pas eu de couac dans l'organisation. Au niveau sécuritaire, tout s'est passé de manière très fluide. Mais aussi sur le plan sportif, il y a eu l'épopée des Lions de l'Atlas et il y a eu tout le narratif au niveau de la finale. Avec Lionel Messi en tête d'affiche d'ailleurs. Voilà. Est-ce que ça a été prévu? On ne peut pas prévoir l'issue sportive, mais toujours est-il qu'il ne faut pas oublier que le PSG, qui est une annexe du Qatar, avait acheté toutes les stars mondiales. Messi, Mbappé qui est français, mais aussi Neymar. Et donc, une fois que la finale... Ça aussi, ça faisait partie de la construction du narratif pour la Coupe du Monde. Il n'y a qu'à voir que, après le sacre final, on a vraiment vu en place une mise en scène avec Messi, qui a été, bien sûr, la Coupe du Monde, le trophée a été donné par les mecs du Qatar, avec une scénarisation. Pour dire en fait une mise en scène, tant plus que c'était la première Coupe du Monde de Lionel Messi qui n'avait jamais remporté aussi de Coupe du Monde et sa première Coupe du Monde du coup au Qatar. Est-ce que ça veut dire, si on revient un petit peu à notre continent, à notre géographie maroco-marocaine, à cette CAN et à cette atmosphère beaucoup plus politique que sportive aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que après coup, ce qui a été là où il y a eu un déficit, un peu le maillon faible, c'était de ne pas avoir pris en considération, ou suffisamment en tout cas, cette dimension du narratif, et que si on avait pu aussi avoir des têtes d'affiche du continent, du Cameroun, du Sénégal, des anciennes gloires du football de différentes nations du continent, on aurait pu peut-être contrer ce narratif qui nous a été néfaste et nuisible. Je pense parce que on a assisté à quoi en fait? Donc on a eu la CAN, on a eu les médias nationaux, bien sûr, qui se sont félicités de la qualité des infrastructures, etc. Mais finalement, est-ce que cette voix porte à l'étranger, à l'extérieur? Je ne pense pas. Parce qu'en fait, quand on veut donner une image qui soit excellente du niveau d'organisation de la CAN au Maroc, cette image va être véhiculée soit par des stars, peut-être des joueurs comme Didier Drogba, comme Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o avait un double rôle en même temps. Il était président de la fédération de football de Cameroun. Ou peut-être Roger Milla, qui sont des observateurs réguliers de ce qui se passe, qui ont été footballeurs, qui savent quelles étaient les conditions de jeu, d'infrastructure, d'accueil et d'organisation des pays. Il y a même de cela 4 ans, parce qu'encore la CAN à la Côte d'Ivoire a connu un certain niveau, je vais dire, par rapport au niveau des autres CAN précédentes. Mais toujours est-il qu'il aurait fallu
des figures internationales qui vont relayer ce message et qui vont relayer ce niveau d'excellence de l'organisation marocaine. Est-ce que ça veut dire qu'en fait on s'est retrouvé tout seul du coup? Parce qu'en fait, comme ce travail-là, en tout cas ce qui avait été entrepris par le Qatar en 2022, avec cette constellation de stars et de visages connus et reconnus, avec un gros impact auprès des amateurs et des passionnés de football, nous on n'avait pas ça. Et que du coup, c'est ça en fait, on s'est retrouvé à nu. Mise à nu de notre écosystème médiatique, mise à nu également de notre écosystème au niveau des réseaux sociaux influents et impactants, en capacité d'inverser ce narratif qui était dominant, et que c'est ça, selon vous, la principale leçon à retenir dans la perspective des futurs et des prochains rendez-vous avec des compétitions internationales. On parle de la CAN en 2027, il y a aussi peut-être une CAN en 2028 potentiellement au Maroc, mais il y a surtout cette véritable échéance. Est-ce qu'il y a encore d'actualité, on ne sait pas. Et surtout cette véritable échéance de la co-organisation de la Coupe du Monde de football en 2030. Alors il y a beaucoup de leçons à tirer. Et je pense que on peut voir un peu cette défaite en finale et puis cette mauvaise image qu'on a gardée nous tous Marocains de cette finale par rapport aux attentes et surtout par rapport à tout ce qu'a fait le Maroc pour essayer de mettre les équipes étrangères, les supporters, dans un cadre tout à fait, dans des normes qui n'existaient pas auparavant. Alors, il y a certes le côté, je vais dire, utilisation de relais d'influence qui soit important. Il y a aussi un autre domaine, c'est que, par exemple, si on se pose la question, quelle a été l'institution, l'organisation au Maroc qui était chargée de tous les côtés comme influence et rayonnement, on se pose la question, on ne sait pas qui est-ce qui était chargé de cette mission. Et si on compare par exemple par rapport au Qatar, pour la Coupe du Monde de Qatar en 2022, il y avait deux grosses organisations. La première, c'est le Supreme Committee for Delivery and Legacy, et une deuxième qui était le Government Communication Office, et qui ont fait appel au plus grand cabinet au niveau international de communication en termes de communication et de communication d'influence. Pourquoi? Parce que le Qatar a compris qu'il ne suffisait pas de réussir l'organisation, la maîtrise du récit, du narratif était très importante. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on retient à la fin? C'est l'histoire. Et l'histoire, elle est racontée par quoi? Par des agences de com, par les médias. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et je pense qu'il y a aussi encore beaucoup de choses à... Et certains vous diront aussi de par l'histoire que la guerre et le récit est toujours raconté par les vainqueurs et non pas les vaincus. Effectivement. Et que malheureusement, on a perdu, on fait partie des vaincus d'un point de vue sportif. Est-ce que ça veut dire aussi, vous, le spécialiste et l'expert également en guerre économique, en fait, on est face à une nouvelle forme de guerre qu'on découvre, nous, au Maroc, la guerre informationnelle. En fait, c'est un des véritables révélateurs de cette CAN 2025, c'était ça. En fait, se dire, voilà, l'organisation d'un événement de cette envergure, c'est aussi, il faut être armé, si je puis dire, sans vouloir faire peur, bien entendu, à qui que ce soit, mais parce qu'en fait, c'est aussi une guerre informationnelle. Effectivement. Organiser une organisation pareille nous incombe la responsabilité d'anticiper toutes les campagnes de propagande, de désinformation de nos adversaires. Alors on connaît les adversaires du royaume. Il y a l'Algérie qui, il faut le rappeler, a candidaté également pour cette CAN. Et on l'a remarqué, je pense que ça fait plus d'un an ou deux qu'on remarque qu'à travers les relais médiatiques algériens, à travers des influenceurs, à travers même des figures, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, des relais d'information, on sait que l'Algérie compte beaucoup sur toute la diaspora algérienne, qu'elle soit en Europe mais aussi au Moyen-Orient, pour relayer que ce soit le récit, le narratif du gouvernement algérien. Et sans le citer, bien sûr, je parlerai de Hafid Darraji, qui a été, je vais dire, l'écho de toutes les campagnes, villes qui ont touché l'organisation marocaine avant, mais aussi pendant la CAN. Mais là, cette fois-ci, il y a aussi des voix et des échos et de narratifs négatifs nous concernant de pays du continent africain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette compétition, elle était africaine, elle a été jouée par les Africains. Les débordements qu'il y a eu au complexe Moulay Abdallah, c'est des Africains. Les narratifs et contre-narratifs, c'est les Africains. Est-ce qu'on ne va pas se dire aujourd'hui que ça dépasse, en fait, ce voisin
ce voisin de l'Est et que c'est beaucoup plus large et que du coup, certains se disent, bah attention, parce que là, il y a profit warning, parce que c'est pas que l'adversaire classique et traditionnel, mais c'est bien au-delà. Alors, à mon avis, on a peut-être oublié un des éléments importants, que ce soit au niveau des relations internationales, mais aussi sur le côté purement sportif, c'est qu'on dit que les pays n'ont pas d'amis, n'ont pas d'ennemis, n'ont que des intérêts. Alors, cette doctrine, qui a été d'ailleurs répétée par Charles de Gaulle à son époque, elle a tout son sens dans les relations internationales, elle a aussi tout son sens dans le cadre de la compétition sportive. On a oublié que le Sénégal, qui est un pays frère, on sait historiquement d'ailleurs, depuis tout le soutien qu'a eu l'équipe du Sénégal durant toute cette CAN, au niveau de l'accueil et de l'hospitalité qu'ont reçu l'équipe sénégalaise, les supporters sénégalais à Tanger. Et qui ne contestent pas, hein. Bien sûr. Ce qu'ils contestent, c'est le finish. C'est le dernier kilomètre. Et donc, ce qu'on a oublié, c'est que j'ai été spectateur à la demi-finale, Sénégal-Égypte. Et j'ai vu comment, je vais dire, 95% des supporters marocains étaient pour le Sénégal. J'étais moi aussi d'ailleurs pour le Sénégal. J'ai beaucoup d'amis sénégalais. Mais nous, les Marocains, les supporters étaient pour le Sénégal, pour être pour le Sénégal, ou ils étaient contre l'Égypte? Parce que je sais qu'avec vous avez vu comment durant la compétition, compétition avec le sélectionneur et l'entraîneur égyptien, on a vu que c'était extrêmement tendu avec les supporters marocains. Sur le côté sportif, on se dit, il vaut mieux ne pas jouer les Égyptiens en finale. On connaît tous leur côté un peu roublard, un peu roublard, anti-fair play. Et je pense que tous les observateurs sportifs disaient qu'il valait mieux pour le Maroc affronter le Sénégal, une équipe qui joue avec un jeu ouvert, etc. Donc il y avait le côté sportif, mais il y avait à côté le côté vraiment, je vais dire, fraternel avec le peuple sénégalais. J'avais à côté de moi des Sénégalais avec leurs enfants. On a échangé, enfin, on était tous dans une même énergie. Mais ce qu'on a oublié, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est que sur le terrain sportif, ce qu'on n'attendait pas, c'est de voir le sélectionneur du Sénégal, le lendemain, commencer une campagne de déstabilisation, je vais dire psychologique, plus que de propagande, qui visait à montrer que le Sénégal, l'équipe sénégalaise, était défavorisée par rapport, enfin, ils ont fait, je vais dire, brandir la menace, soi-disant, de complaisance de l'arbitrage en faveur du Maroc, ce qui était une hypothèse tout à fait, c'était juste lancé comme ça. Et aussi, sur le côté organisationnel, on se rappelle de l'épisode de leur arrivée à la gare de Rabat. De quel hôtel? On n'a pas forcément d'hôtel qui a été désigné, de terrain d'entraînement. Et là, oui. si vous permettez, Rachid, oui. C'est que, en termes d'anticipation, la Fédération marocaine de football, mais aussi les médias et toute l'opinion du public, on ne s'attendait pas à ça. Est-ce que ça veut dire... Parce qu'on a, je vais dire, fait l'amalgame entre fraternité, je vais dire, populaire entre les deux peuples, politique, diplomatique. On sait tous les liens qu'a le Maroc et le Sénégal aussi sur le plan économique, sur le plan religieux. Mais on a oublié qu'une compétition, c'est deux adversaires qui vont se rencontrer et que actuellement, tous les, je vais dire, moyens sont utilisés pour essayer d'avoir, et ça se fait dans tous les sports, ça se fait dans les sports de combat, on essaie de déstabiliser l'adversaire. Sur le plan psychologique. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Et je pense que sur le plan psychologique, l'équipe marocaine, la Fédération royale marocaine de football, a été complètement déstabilisée par cet épisode qu'elle n'a pas anticipé. On ne pensait pas que ça allait venir de l'équipe du Sénégal. Et sauf qu'on a oublié, comme je l'ai dit, qu'il s'agit d'une compétition sportive et que tous les coups sont permis tant qu'ils ne sont pas en dessous de la ceinture. D'ailleurs, on a vu Ousmane Sonko qui était en visite d'État en début de semaine, qui a dit effectivement, il y a le sport, il y a le football d'un côté, mais ça n'enlève rien. Cette fraternité entre les deux peuples, mais effectivement, il a bien dissocié la fraternité entre les deux peuples. C'est liens historiques, culturels et spirituels auxquels vous avez fait référence, mais effectivement, la fraternité, quand on est en rivalité sportive et qu'on dispute une finale, il n'y a plus de fraternité. La fraternité, on la retrouve après, au coup de sifflet final. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que le meilleur gagne. Et en fait, il y a un autre élément qui est très important, c'est, vous connaissez la loi de Brandolini. Oui. La loi de Brandolini, qu'est-ce qu'elle dit? Lancer une fake news, une information qui n'est pas correcte, ne demande pas beaucoup d'énergie, mais que pour démentir cette information, il faut mettre 10 fois, 20 fois plus d'énergie. Sans avoir la garantie d'y arriver. Exactement. Et donc, c'est ce qui s'est passé.
ce qui s'est passé effectivement pour le Maroc, c'est que cette accusation menée à tort sans aucun fondement sur le fait que le Maroc était favorisé par l'arbitrage, que le Maroc, qu'il y avait des pressions de la CAF. De la CAF, de la part du président de la fédération. On a même fait intervenir la FIFA, comme quoi les gens sur les réseaux sociaux ont montré Gianni Infantino regardant le match et avoir des émotions comme n'importe quel spectateur, qui ont été analysées et interprétées comme une soi-disant complaisance à l'égard du royaume. Donc tout ça, comme je vous ai dit, qu'une fois qu'on lance des fake news, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on installe, le doute s'installe. Mais certains vous diraient et que finalement, qui est le perdant? Le Maroc avait beau mettre tous les efforts. Le mal était fait. Le mal est fait, c'est ça. Trop tard, effectivement, les fake news aussi, pour qu'elles prennent, certains considèrent qu'il faut aussi qu'il y ait un terrain et un terreau qui soit fertile. Mais bon, ceci est un autre sujet de débat. En tout cas, merci infiniment. Nizar Derdabi, CEO du cabinet de conseil de formation Self-Skills et enseignant à l'école de guerre économique Campus Rabat, pour ces nouveaux enjeux. On reste sur le sportif parce que le football, ça reste un sport. Mais en même temps, quand effectivement on veut et on a l'ambition de tutoyer l'excellence, c'est aussi qu'il faut penser, réfléchir et s'inspirer de ce qu'a fait, par exemple, et que vous avez très bien démontré, le Qatar. On se jette pas à l'eau sans maillot de bain, mais même le maillot de bain parfois ne suffit pas. Il faut aussi être bien entouré, et ne pas négliger surtout la communication et la communication d'influence, parce qu'on est dans une guerre aussi quasi permanente en matière d'information et de communication. Merci infiniment à vous. C'était un réel plaisir. Je vous en prie, c'est Rachid. Merci à vous. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.